À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Cabanis, c'est la semaine du handicap et j'ai eu envie de faire un deuxième épisode sur ce thème. Mathilde est formatrice dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et c'est une question qui m'intéresse parce que moi, dans ma boîte de crèche, à un moment, j'ai reçu le relevé de la contribution AGFIP. La note était salée. On m'a demandé 38 000 €. Ça correspond à 6% de la masse salariale à partir de 20 salariés. Dans le temps, on m'avait dit qu'il suffisait d'acheter quelques crayons, du papier, des fournitures à un ESAT, en fait, des personnes qui emploient des personnes handicapées et qui vous fournissent des fournitures, en fait. Mais ça ne suffit plus. Sauf que moi, dans les crèches, je ne savais pas comment insérer du personnel handicapé. Et je ne sais toujours pas d'ailleurs, mais à culpa. Donc je me suis dit, je vais poser la question à une spécialiste. Bonjour Mathilde. Bonjour Amal. Alors Mathilde, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs ? Donc moi je suis en situation de handicap depuis maintenant 10 ans et ça fait 8 ans que je travaille pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en association et en entreprise et je suis maintenant formatrice handicap et conférencière. Voilà, j'interviens dans les entreprises pour les aider à justement intégrer des collaborateurs handicapés dans les équipes. Comment ça s'est passé alors toi ton histoire avec le handicap ? Alors moi j'avais 20 ans et j'étais en voyage humanitaire au Népal et puis j'ai fait un AVC qui m'a laissé handicapée. En mon retour en France, j'ai eu plusieurs opérations du cerveau et en fait j'étais en plein milieu de mes études de l'école des commerces et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait du coup j'ai pas eu à vivre le handicap dans tout mon parcours scolaire. Moi le handicap ça a été assez vite un non-sujet. En fait je me suis tout de suite concentrée sur les choses que je pouvais faire et terminer mes études, c'était vraiment l'objectif premier parce que je voulais atteindre mon bac plus 5 pour pouvoir aller ensuite travailler en entreprise. Ok, donc toi, t'as déjà fait tes études, t'as un diplôme, mais quand même, tu te retrouves dans une situation avec un handicap quand même important, puisque tu es hémiplégique, c'est ça ? Oui, j'ai toute la moitié de mon corps en fait qui est paralysé, la main gauche et le pied gauche. Donc j'ai des difficultés, on va dire, de marche. Quand je suis en poste, en fait, j'ai besoin surtout de petits aménagements assez faciles à mettre en place pour pouvoir me faciliter le travail. Et le handicap, c'est souvent ça, en fait. C'est pas forcément que des gros aménagements hyper lourds. On peut tomber sur des personnes handicapées avec peu, voire pas du tout, besoin de compensation de leur handicap pour pouvoir maintenir dans leur poste de travail. Ouais, et c'est ça ta spécialité, en fait, c'est de proposer des aménagements ? Alors moi, je propose pas les aménagements, ça c'est plutôt le job des ergonomes. Moi, mon job, c'est vraiment plutôt de sensibiliser les managers, les collaborateurs, les recruteurs, de faire un peu lever les stéréotypes et les freins à l'embauche de travailleurs handicapés, de montrer qu'en fait c'est possible. Il faut sortir un petit peu de son prisme actuel, je pense, parce que il y a plein de choses que vous soupçonnez pas. Il y a aussi des aides financières qui sont là, notamment de l'AGFIP, puisque la contribution que les entreprises doivent payer à l'AGFIP, ça sert à financer les modes de compensation des handicaps et les aménagements de poste. Après, même au sein des crèches. C'est quoi l'inclusion pour toi dans une crèche ? Ça serait quoi ? Et dans le milieu du travail ? Déjà, si on se concentre sur le milieu de la crèche, il y a, j'ai l'impression, plusieurs types de personnel. Il y a les personnels de la petite enfance, il y a ceux qui gèrent la partie plutôt administrative, et il y a aussi les enfants dans une crèche. Donc l'inclusion, elle passe par à la fois l'accueil d'enfants handicapés, à la fois la formation le personnel, où on peut aussi intégrer des personnels handicapés si certains ont réussi à faire les études correspondantes, parce que on recrute pas des personnes handicapées parce qu'elles sont handicapées. On recrute des personnes handicapées parce qu'elles ont les compétences pour le poste ouvert et en plus elles ont cette spécificité. Avoir des personnes handicapées au sein de ces équipes, c'est vraiment une source de richesse, de diversité, de visions différentes et je suis convaincue que les équipes ont besoin d'être riches de valeurs différentes pour pouvoir bien fonctionner. Si on veut que nos enfants considèrent le handicap comme un non-sujet et l'habitude d'évoluer avec des personnes handicapées autour d'elles, en fait, il faut que dès qu'ils soient tout petits, ils aient des copains handicapés. Et on le voit bien, il y a plein de vidéos qui le prouvent que en fait, les enfants, ils dépassent largement le handicap. Eux, ce qu'ils voient, c'est est-ce que le copain, il a envie de jouer, et c'est ça qui les importe. Ouais, donc l'inclusion, en fait, dès le plus jeune âge, la sensibilisation dès le plus jeune âge.
Mais je dois dire que, si tu veux, moi, en tant que pro de la petite enfance, en tant que gestionnaire de crèche, j'ai géré des crèches pendant 16 ans. Donc, j'ai vu pas mal de monde. Ce que je disais, en fait, dans l'épisode de cette semaine avec Céline Steyer, c'est que j'ai pas reçu de demande de parents, ou alors je m'en souviens pas, mais ça devait être très très peu, mais je pense vraiment que j'en ai pas reçu pour des enfants en situation de handicap. J'ai pas vraiment été en contact avec des parents handicapés, je pense pas non plus. Donc, même si on veut le faire, en fait, on n'est pas extrêmement sollicité. Et puis, pour les pros, j'ai jamais eu une candidature d'un pro qui avait un handicap quelconque. Enfin, je sais même pas s'il y en a qui ont les diplômes dans la petite enfance. Je me trompe peut-être, hein, je m'excuse d'avance pour les auditeurs si je dis de bêtises, mais c'est vrai que j'en connais pas et que j'en ai pas rencontré. Et en fait, je pense qu'il y a peut-être alors une croyance ou une réalité, je sais pas. Mais je vais te faire part en fait de mon sentiment, mon vécu dans les crèches. C'est que en fait notre job il est extrêmement contraignant. Alors peut-être que c'est le cas dans beaucoup de jobs. En fait sur le terrain, on a des grosses contraintes physiques puisqu'on doit porter, se mettre au sol, se relever, faire le ménage. Enfin, il y a beaucoup de contraintes en fait dans une crèche au niveau physique. On a des contraintes de temps parce que les enfants, ils sont pas, voilà, ils ont pas cette notion de patience ou d'attente. C'est des tout petits. S'ils ont un besoin, en fait, c'est un besoin physiologique, c'est un besoin vital. Il faut y répondre. Et on a aussi des contraintes dans l'organisation, c'est-à-dire que on doit répondre à beaucoup d'impératifs en fait. Donc on peut pas trop s'adapter en fait. Les enfants, ils ont faim, il faut les changer. Il y a le groupe, il y a énormément en fait de contraintes dans le temps, dans l'organisation, dans les besoins. Donc comment je fais pour trouver une adaptabilité? Là, j'entends bien toutes les contraintes de ce métier, mais il faut aussi réaliser qu'il y a des handicaps qui ne nécessitent aucun aménagement, si ce n'est peut-être d'avoir un jour de temps en temps pour aller à un rendez-vous médical, faire un suivi. Quelqu'un qui, tu vois, a une maladie et puis maintenant qui a gardé un handicap mais qui va mieux, qui a moins de contraintes médicales, en fait, elle peut totalement, si elle a envie de faire ce métier, le faire. C'est juste que je pense que tu dis que tu n'as jamais rencontré de personnes handicapées, mais je pense que c'était pas déclaré parce que justement dans le milieu de la crèche, si tout le monde a un peu des freins à l'idée d'avoir un salarié handicapé, les gens le disent pas. Il y a quand même 12 millions de personnes handicapées en France, 2,5 millions qui sont en âge de travailler, on va dire. Donc il y a forcément des gens qui sont passés par chez toi qui avaient des handicaps, soit permanents, soit temporaires, visibles ou dans l'occurrence, je pense, plutôt invisibles. Il y a plein de maladies en fait qui n'ont pas d'impact où tu es malade, mais tu arrives à avoir un job et aussi contraignant soit-il. Si toi ta passion c'est de gérer les petits enfants, il y a plein de gens qui arrivent à, je pense, qui arriveront à le faire. Enfin, je pense qu'il y a quand même des professionnels de la petite enfance qui ont des situations de handicap. C'est juste qu'elles sont pas déclarées. T'as tout à fait raison. Tu vois, tu me fais réfléchir à une chose, c'est que dans mon parcours, j'ai connu des personnes qui, pour moi, avaient un handicap, mais qui n'étaient pas déclarées, comme tu dis. Je pense à des personnes, parfois dans des jobs plus administratifs, qui avaient peut-être un côté atypique. Alors, je suis pas médecin, donc je vais pas les diagnostiquer, mais où on sentait bien que voilà, qu'il aurait fallu peut-être prendre en compte une personnalité particulière ou atypique, mais que la personne, elle va pas forcément le solliciter, elle va pas forcément en parler. Donc la relation, elle est pas simple parce que ce serait à la limite plus simple de pouvoir dire, mettre un mot et dire voilà, là, il y a un besoin spécifique, qu'est-ce qu'on fait? Si en fait l'employeur ne parle jamais du handicap, si toi en tant que gestionnaire du crèche, tu ne dis pas que tes postes sont ouverts à des personnes handicapées, que t'affiches pas sur ton site internet que t'es handi accueillant, que sur les offres d'emploi il n'y a pas du tout de mention de handicap, comment est-ce qu'un salarié handicapé peut avoir envie de le dire? Sachant qu'on connaît vraiment tous les stéréotypes que peuvent avoir les employeurs et les entreprises, en fait, moi, en tant que personne handicapée, je préfère un peu voir où je vais mettre les pieds et avant de commencer à dire quelles sont mes contraintes, parce que j'ai envie d'avoir un boulot. Enfin, je pense que on est bien d'accord tous là-dessus sur le fait que les gens ont envie de travailler, en fait, et surtout dans un domaine qui leur plaît. Et c'est ça le plus important, c'est que je pense qu'il faut que les entreprises montrent leur engagement, montrent leurs valeurs, disent que pour eux, il n'y a pas de souci, qu'ils sont prêts à s'adapter, qu'ils sont prêts à travailler sur le sujet, que ce soit sur les offres d'emploi, que ce soit sur le site internet, que ce soit, je sais pas, dans les affichages, de montrer qu'ils célèbrent les journées, par exemple, la journée de l'autisme, la journée de la trisomie, qui sensibilisent aussi les enfants au handicap. Là, ça va créer un climat de confiance qui va donner envie aux salariés handicapés de peut-être se dire bon là je pourrais le dire. Vraiment, j'avais pas vu les choses sous cet angle et tu viens d'ouvrir les yeux. En fait, c'est de montrer dès le début, avant que le sujet, avant qu'on soit vraiment concerné par un cas pratique, c'est de tout de suite être dans la prise en compte de cette réalité du handicap. Et comme ça, on ouvre le champ et les personnes, elles peuvent s'exprimer si besoin.
Et il y a un deuxième cas dont je peux te parler, c'est aussi les personnes qui avaient des endométrioses, j'en ai eu plusieurs. Donc ça, c'est reconnu, je crois, comme une situation de handicap. Donc on peut avoir la RQTH. La reconnaissance qualité travailleur handicapé. En fait, l'endométriose, c'était pas reconnu avant, et là, il y a des cas qui commencent à être reconnus. C'est une maladie chronique, enfin, ouais, une maladie invalidante. Bah c'est ça en fait. Moi j'ai eu des pros, j'en ai eu plusieurs qui avaient des arrêts maladie, des journées difficiles, des crises, etc., des médicaments, enfin plein de choses en fait par rapport à une endométriose, mais qui en parlent pas, qui n'ont pas la RQTH, qui veulent pas être reconnus en plus comme handicapés. En fait, quand tu reçois ta note de 38 000 € de taxes et que tu te dis ah mais moi il me faut, tu vas pas aller voir les gens en disant ah bah toi je sais que tu as une endométriose, viens tu vas faire ta RQTH. Donc, en fait, je trouve ça intéressant de se dire, bon, bah, en fait, il faut pas en parler d'un point de vue administratif et en plus un peu comme un cheveu sur la soupe au dernier moment, mais plutôt, dès le départ de ta boîte, inclure ça dans tes process, en fait, dans tes valeurs, dans ta com, dans tout ce que tu fais dans ta boîte. C'est l'inclure dès le départ. D'ailleurs, le mot inclusion, il fait écho à ça. Et ensuite, j'ai envie de te poser aussi la question, est-ce que toi, tu as été confronté à ce refus, cette hostilité des travailleurs à la RQTH? En fait, l'hostilité à la RQTH, c'est pas lié à la RQTH, c'est lié à l'acceptation en interne de se dire qu'on est handicapé. Parce qu'en fait, on peut devenir handicapé, et tant qu'on n'a pas de reconnaissance, enfin, c'est hyper difficile. C'est des moments difficiles à traverser, la maladie, l'accident. Le cheminement et l'acceptation, il est différent suivant les gens. Il y a des personnes qui vont l'accepter tout de suite et qui vont se dire ok bon bah maintenant je vais de l'avant et je fais autre chose, donc je fais ma RQTH, ça va me permettre en plus d'avoir des aménagements, de bénéficier peut-être d'accords handicap, d'être plus employable parce que bah du coup je peux avoir à compétence égale, l'employeur peut aussi me choisir moi parce que j'ai une RQTH et que je lui apporte quelque chose en plus. A contrario, quelqu'un qui est dans le déni, qui est dans la colère, qui est dans la phase de tristesse, qui n'arrive pas à dépasser cette situation de handicap et à l'accepter, vous aurez beau mettre en place plein de trucs dans la boîte, ces gens-là, ils ne se déclareront jamais parce qu'ils n'ont pas fait le travail encore personnel d'accepter leur situation. J'ai pas mal de gens qui viennent me voir et disent ouais mais lui il est handicapé, il veut pas avoir sa RQTH. Oui mais en fait il y a un moment donné laisser les gens aussi cheminer et accepter leur situation parce que je veux dire c'est quand même difficile quand on a été valide toute sa vie, bim il se passe un accident, un cancer, une maladie chronique et après de se dire bah maintenant je vais me déclarer handicapé. Dans les croyances de chacun, être handicapé, ça peut vouloir dire être faible, ça peut vouloir dire être malade, ça peut vouloir dire il faut qu'on prenne soin de moi. Et il y a des gens ils n'ont pas envie d'avoir cette image-là, cette étiquette. C'est le fait d'avoir un environnement bienveillant, de montrer que le handicap n'est pas un problème, qu'on arrivera à l'accepter, à l'intégrer, à maintenir en poste cette personne qui a maintenant un handicap. C'est en montrant qu'il n'y a pas de sujet que les gens après ça participera à l'acceptation de leur situation et de se dire ouais en fait si j'ai ma RQTH je vais pouvoir bénéficier d'aménagements et typiquement on va peut-être me filer je sais pas un siège ergonomique, j'aurai un temps de pause plus long parce que le médecin du travail aura déterminé qu'il fallait ça pour que je puisse garder mon emploi. C'est à ce moment-là que les gens voudront bien se déclarer. Ouais, j'avais vu dans une crèche une fois un fauteuil spécial qui ressemblait tout à fait aux autres fauteuils de la crèche, Voilà. mais il était un peu plus ferme, un peu spécial parce qu'il y avait une des dames qui avait pris de l'âge, ça faisait longtemps qu'elle bossait et elle avait des problèmes de dos et elle avait ce siège spécial qui venait d'un fournisseur petite enfance, hein, ça ressemblait vraiment aux autres sièges de la section. Alors j'ai 3 questions pour toi, on arrive vers la fin de l'interview. La première c'est parfois, on dit qu'il faut think out of the box, c'est-à-dire sortir un peu des sentiers battus et imaginer des choses auxquelles on n'a jamais pensé. Est-ce que tu pourrais me donner un petit peu ton ressenti sur ce qu'on pourrait faire dans une crèche par rapport au handicap avec une personne, par exemple, je crois que tu m'as parlé une fois d'une personne qui aurait une trisomie 21. En fait, je pense qu'on se met beaucoup de barrières et surtout quand on connaît pas le handicap et qu'on connaît pas les aménagements qui sont possibles de faire parce qu'on a toujours fait comme ça. Et alors ça c'est la phrase la pire. Pourquoi on fait ça? Bah parce qu'on a toujours fait comme ça. Ça c'est horrible parce qu'en fait du coup on n'innove pas, on va pas vers l'avant. Et je suis persuadée que les personnes handicapées ont vachement de choses à apporter aux enfants, que ce soit de l'amour, que ce soit de la patience, que ce soit du jeu. Et les personnes trisomiques sont reconnues pour étant des personnes qui sont hyper proches des gens, toujours au contact. Alors c'est sûr qu'il y a des choses qu'ils peuvent pas faire, mais il y a plein de trucs qu'elles peuvent faire. Et je crois d'ailleurs avoir vu des exemples de crèches où il y avait des salariés qui étaient trisomiques qui n'avaient
que comme objectif de s'occuper des enfants et d'être là pour eux. Et en fait, ça se passait super bien. Les enfants étaient trop contents parce que elles, ce qu'elles aiment, c'est être au contact des gens et des enfants. Et donc, elles se privaient pas de jouer, de faire des câlins, de les aider à manger. Et en fait, il y a quand même une entreprise qui s'appelle Café Joyeux qui a fait travailler des personnes trisomiques sur là où on les attendait clairement pas, sur du service dans un restaurant. Et ça cartonne parce qu'en fait, on a besoin de voir cette différence et les personnes trisomiques ont envie de travailler aussi. En fait, c'est hyper important d'essayer d'imaginer des nouveaux modes de fonctionnement, peut-être un peu plus loin de la rentabilité immédiate, mais je suis certain qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites avec des accompagnements via le Cap Emploi, via accueillir des stagiaires, par exemple handicapés ou des alternants handicapés. La GFIP propose même des financements pour les alternants. Vous avez 5 000 € qui sont remboursés sur un alternant en situation de handicap. Donc c'est des pistes à creuser et je pense que c'est pas parce que vous imaginez pas comment une personne handicapée peut travailler dans votre crèche qu'elle ne peut pas. En fait, si on prend ton exemple, ça veut dire qu'on va imaginer par exemple une personne qui a une trisomie 21 qui va être au sol avec les enfants, et ça c'est vrai que c'est un besoin qu'on évoque très souvent, la continuité au sol, avoir quelqu'un qui reste avec les enfants, qui n'est pas dans des déplacements constants. Nous, les pros qui sommes dans le taux d'encadrement, en fait, on est sans arrêt en train d'aller faire un change, d'aller chercher un biberon, de se lever pour répondre à un parent, l'interphone, le truc. En fait, c'est vrai que quand tu me dis ça, je me dis ouais, si j'ai une personne qui bouge pas, en fait, enfin elle bouge avec les enfants, elle est là pour rester au sol, pour être disponible. Ça me fait quand même réfléchir. Après, d'un point de vue financier, ça veut dire que il faut que je vois en fait quelle est la place de cette personne. Est-ce qu'elle va justement, elle va pas forcément pouvoir faire ce que font les autres, donc ça veut dire que je vais quand même avoir mon équipe habituelle. Donc il faut voir, voilà. Peser le pour et le contre, voir les aides, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais imaginé. Donc, tu me fais quand même réfléchir à des nouveaux sujets et à des choses que j'avais pas imaginées. Est-ce que tu pourrais me donner 3 ou 4 actions que je pourrais mettre en place, moi, dans mon entreprise de crèche, en me disant qu'est-ce que je fais pour être inclusif? Typiquement, déjà, sur les offres d'emploi, déjà, juste d'ajouter la mention le handicap fait partie de nos valeurs. Nous sommes une entreprise handi accueillante. Nous prenons en compte les aménagements de poste si besoin. De mettre une petite phrase comme quoi le handicap, c'est pas un sujet et que toi, tu es prêt à accueillir un salarié handicapé. Ça peut donner envie à des salariés handicapés de se déclarer, enfin de se dire qu'ils ont la RQTH, de aussi faire des sensibilisations en interne de tes salariés pour parler de handicap, parce qu'en fait si on n'en parle jamais, peut-être qu'il y a des gens, ils se rendraient compte à l'issue de sensibilisation qu'en fait leur situation de santé nécessiterait une RQTH. Moi je sais qu'il y a plein de fois où quand je vais en formation, les gens parlent avec moi après parce qu'en plus je suis en dehors de l'entreprise. Donc du coup, les salariés se confient plus facilement à moi, et je trouve ça hyper intéressant d'échanger avec eux à ce sujet-là en fait, parce que on voit encore tous les freins qu'il peut y avoir à la déclaration, et les gens comme moi qui vont en entreprise, on est là pour justement essayer de rassurer et de dire que c'est pas la fin en soi d'être handicapé, et que c'est même une bonne chose d'être déclaré pour pouvoir avoir accès à des aménagements de poste si besoin. Ouais. En plus, nous, maintenant, dans les crèches, on a un nouveau poste qui s'appelle le RSAI, c'est le référent santé et accueil inclusif. Et potentiellement, cette personne, elle a pas ton expérience, en fait. Toi, c'est vrai que ça fait 10 ans que tu travailles dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Mais nous, nos RSAI, c'est pas forcément des personnes qui ont cette expérience-là. Donc, ça peut même être intéressant pour eux, pour les faire monter en compétences, de faire venir quelqu'un qui est extérieur, qui va avoir un discours un peu différent de ce que nous on a d'habitude, et d'ouvrir le champ, et du coup peut-être que les professionnels vont se sentir plus inclus, plus à l'aise. Ok, donc ça c'était ton deuxième conseil. T'as une autre idée? Ouais, il y a aussi un programme qui s'appelle le Duo Day. Donc ça a lieu là cette année, c'est le 23 novembre. Enfin ça du coup c'est passé, mais pour l'année prochaine, si certains veulent essayer, c'est le fait d'accueillir une personne handicapée pour une journée, pour faire un peu un vie ma vie quoi en fait. Ils viennent avec vous travailler pendant la journée, et puis après ça peut faire des belles rencontres, ça peut donner lieu après à des stages avec Pôle Emploi, financés par Pôle Emploi. Donc c'est hyper intéressant. Je sais qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui le font. C'est une journée, donc on va dire qu'on est tous prêts à donner une journée de notre temps à être suivi par une personne handicapée qui est intéressée pour travailler dans le milieu de la petite enfance. Je pense que ça, c'est un truc qui est hyper facile à mettre en place et qui peut vraiment apporter cette petite nouveauté pour les équipes.
Ouais, en fait, c'est l'événementiel, hein, ce que tu dis, c'est se caler sur les calendriers. Il y a des marronniers, il y a la semaine du handicap, il y a la journée de la trisomie et c'est aussi de participer à toutes ces petites, ces petits événements. Donc je crois qu'il y a des crèches dans lesquelles, on met des chaussettes de couleurs différentes aux Ouais. enfants. Bah, moi, j'ai eu beaucoup de chance. La crèche de mon fils et même de ma fille, les deux, enfin, ils ont été dans deux crèches différentes, mais les directrices à chaque fois étaient hyper engagées sur la thématique. Elles accueillaient elles-mêmes des enfants handicapés dans les sections de mes enfants. Et à chaque marronnier, journée de l'autisme, tout le monde était habillé en bleu. Journée de la trisomie, tout le monde avait des chaussettes dépareillées. Bon, ils avaient fait pas mal de choses. C'était assez intéressant. Ils faisaient l'initiation à la langue des signes. Et du coup, je trouvais ça hyper chouette qu'elles en parlent avec les enfants, même si c'est peut-être que de l'événementiel, mais en fait, ça permet quand même que déjà ton enfant, il connaisse le mot autiste, il connaisse le mot trisomique, et on parle de différence, et on sait bien que les enfants, en fait, c'est pas eux que ça va déranger la différence, parce que j'ai l'impression, en tout cas moi avec mes enfants, qu'ils ont bien compris que tout le monde était différent et que en fait on s'en foutait tant que tout le monde avait envie de jouer et s'amuser, ça allait. Oui, mais c'est pas que de l'événementiel, en fait, c'est de la sensibilisation, c'est inclure, le sujet, dans le quotidien. Enfin, j'ai encore une question. Est-ce que tu peux nous donner les avantages d'avoir la RQTH quand je suis salariée? Est-ce qu'il y a des avantages ou est-ce que le seul avantage, il est pour l'employeur, à savoir que l'employeur va pas payer sa contribution à GFIP? Non, bah en fait, l'avantage pour un salarié de faire sa RQTH, c'est vraiment s'il se retrouve dans une situation d'emploi compliquée parce que lié à son handicap, il a besoin d'aménagement de poste, matériel, organisationnel, d'accompagnement. Et ben en fait, en ayant cette RQTH, et ben ça va lui permettre d'avoir des financements qui vont lui payer ses besoins. Et donc ça, c'est déjà le premier avantage. Après, il y a d'autres avantages. Par exemple, le compte CPF, il y a 300 € supplémentaires par an quand on est RQTH. Pour la retraite, il y a des retraites anticipées qui peuvent être négociées aussi en fonction de la situation de handicap, en fonction des entreprises. J'imagine aussi qu'il y a des groupes de crèches qui ont des accords handicap avec des missions handicap et qui peuvent avoir des accords qui peuvent offrir des bénéfices supplémentaires aux personnes handicapées. Des jours de congé payés pour aller à des rendez-vous médicaux, des absences autorisées en fait, où on n'a pas besoin de prendre ses congés pour pouvoir aller faire son IRM ou voir son médecin. Ça, c'est des choses qui sont mises en place par les accords et qui sont disponibles que pour les personnes qui ont une RQTH. Et en tout cas, enfin moi étant handicapée, je trouve qu'on en chie déjà suffisamment assez en étant handicapé et que des fois, faut mieux accepter les reconnaissances administratives qui nous permettent d'avoir quelques petits avantages pour compenser nos situations. Et ce serait dommage de s'en priver. J'ai beaucoup aimé cette interview avec toi, Mathilde. Je te l'ai dit dès le début, je ne suis pas expérimentée sur le sujet du handicap, donc tu m'as ouvert les yeux sur pas mal de choses en parlant avec toi. On a parlé de 3 grands points. Le premier grand point, c'est être plus inclusif. Tu nous as donné des axes de travail pour être plus inclusif et je me suis rendu compte en t'écoutant que je ne l'étais pas spécialement dans mon entreprise. Je me suis même pas posé la question, c'était pas vraiment un sujet pour moi, je crois. Mais être inclusif, c'est inclure la différence même si on n'y est pas confronté. Donc tu m'as donné 3 axes pour être plus inclusif dans nos crèches. Le premier, c'est un axe de communication. Donc déjà dans nos offres d'emploi, dans notre communication générale, c'est mentionner le handicap, mentionner le fait que le handicap fait partie de nos valeurs, qu'on est capable de s'adapter, trouver les bons messages, les utiliser dans notre communication, qu'elles soient au niveau des offres d'emploi, sur notre site internet, nos réseaux sociaux, etc., pour que le sujet ne soit pas un tabou. Ensuite, le deuxième axe, c'est la sensibilisation. C'est faire de la sensibilisation dans nos entreprises. Ça peut être prendre quelqu'un, un intervenant comme toi. D'ailleurs, je mettrai tes coordonnées dans les notes de l'épisode si les auditeurs ont besoin d'un intervenant. Ou faire parler même notre RSAI en crèche. Ou voilà, toute action de sensibilisation. Ça peut être aussi des lectures qu'on fait avec les enfants, des affichages, enfin voilà. Et troisième axe, c'est des actions comme participer aux événements, aux marronniers, comme le Duo Day ou la journée de la trisomie, la journée de l'autisme. Il y a plein d'occasions de mettre le handicap dans le quotidien et de changer d'état d'esprit, voir les choses autrement. Donc c'est plein de petites actions de sensibilisation à faire au quotidien. Ensuite, le deuxième grand thème de notre épisode, c'était changer de point de vue, être capable d'envisager des innovations. Par exemple, tu as évoqué les spécificités qui sont observées chez une personne trisomique et qui peuvent être un atout dans la relation à l'enfant. Donc pourquoi pas imaginer une personne trisomique qui va passer du temps au sol avec les enfants. On sait qu'en crèche, ça manque cruellement pour apaiser l'ambiance parce que nous, adultes, on est sans arrêt en mouvement et les enfants n'aiment pas ça.
Une personne au sol, ça soutient tellement les enfants et les pros. C'est toujours un énorme plus et surtout dans cette proposition, ce que tu dis, c'est qu'en comprenant chaque personne et ses besoins spécifiques, on peut lui faire sa place, une place qui lui permet de donner le meilleur d'elle-même. Et toi, tu penses que nous sommes capables de nous adapter les uns aux autres. Et enfin, le troisième grand thème de notre épisode, c'est la RQTH. Quels sont les avantages de la RQTH ? Ce n'est pas fait que pour les employeurs, mais ça permet aux salariés d'avoir de l'aide, des budgets supplémentaires pour leur formation, ou peut-être d'avoir des avantages particuliers comme des absences autorisées ou des aménagements. Et puis, c'est surtout pour être reconnu et reconnaître soi-même, accepter sa situation, pour avancer en toute sérénité et que tous ensemble, on parle du handicap et qu'on le prenne en compte, qu'on sorte du silence et du tabou. Mais pour que cette RQTH soit envisagée plus sereinement par les salariés, la boucle est bouclée, on repart sur notre premier grand thème, il faut qu'on soit tous plus inclusifs et que le sujet soit abordé au quotidien. Voilà Mathilde, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte ? Écoute Amal, je voudrais bien partager avec vous une dernière anecdote. J'ai rencontré une amie qui m'a expliqué qu'elle, la première personne handicapée qu'elle a côtoyée, en fait c'était quand elle avait 22 ans. Et je trouve que 22 ans, rencontrer la première personne handicapée, ça fait quand même très tard. Et c'est là où on en vient à l'importance de l'inclusion des personnes handicapées, des enfants handicapés, dès la petite enfance, dès la crèche, dès l'école. Et tout au long de la scolarité, nos enfants doivent évoluer tous ensemble dans un milieu inclusif pour que le handicap ensuite, dans leur prochaine génération, soit plus un sujet aussi complexe que pour nous. Si on veut que notre société s'améliore, il faut que les enfants soient inclus au sein du système classique dès le plus jeune enfance. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Ouais, je suis sûre que nos auditeurs vont regarder dans les notes de l'épisode tes coordonnées parce que tu as une expérience qui est assez intéressante, assez hors norme, très pratico-pratique et tu as un vécu vraiment personnel en fait. Donc, tu incarnes vraiment bien ce sujet. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de pros de la petite enfance qui s'intéressent à ce sujet. Déjà, il y a une forte appétence dans notre secteur. Je le disais déjà dans le dernier épisode que j'ai tourné avec Céline Steyer sur le handicap. Nos pros, elles demandent que ça. Elles sont hyper demandeuses de formation sur l'inclusion, de comment accueillir un enfant en situation de handicap. Je pense que notre secteur a vraiment de l'appétence pour ce sujet. Il n'y a plus qu'à ouvrir le champ et prendre des actions. Ça repose beaucoup sur nous, sur le patron, sur la vision qu'on lance dans notre entreprise et la possibilité de prendre des initiatives. Donc, un grand merci Mathilde. Merci Amal. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.